Bonjour, bonjour. Bah, écoutez, nous voilà pour la deuxième partie. Et pour la deuxième partie, donc toujours avec Jean-Michel Ferragati. Jean-Michel, donc bonjour. Ouais. Je crois que tu as fait quelque chose comme Centaur Chronicles. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est? Alors, Centaur Chronicles, c'est un projet de bande dessinée en album par une équipe d'artistes français. Jean-Marie Magaz aux couvertures, Marty au dessin, Rinman à la restauration d'épisodes et Eric Van Elsland aux couleurs, où on réutilise des vieux personnages américains libres de droit de l'éditeur Centaur. Et on raconte des histoires nouvelles qui se passent en 1959. Et on alterne les histoires nouvelles dessinées par Marty et les rééditions d'épisodes historiques qui ont été restaurés par Ringman. Donc voilà, il y a 4 albums, un numéro spécial qui est un crossover entre un autre univers qui sont les partisans du garde républicain d'Hexagone Comics et puis Centaur. Voilà, donc D'accord, 4 albums principaux, un album annexe et on a d'accord. une demi-douzaine de projets en cours. On en a parlé souvent sur ma chaîne. Bah, d'ailleurs, si tu veux peut-être le prendre, je crois que je l'ai vu qui était à côté. Oui, en effet. Ouais, prends-le. En fait, on va parler de ceci. On va parler des traductions, comment on faisait les traductions. Et vous allez voir, c'est très très intéressant. Je crois que là, vous n'avez jamais vu ça. Alors donc, Centaur Chronicles. Voilà, le numéro 1. Donc, ce qui me concerne, c'est mon exemplaire, donc dédicacé par mes amis. Le numéro 2, pareil, dédicacé par Jean-Marie et Marty. Et Et le me voir un numéro peu 3, l'intérieur. par Les trucs. l'intérieur, ouais, on peut regarder. À l'intérieur, il y a les épisodes originaux. Comme ça. Donc ça, c'est les épisodes dessinés par Marty. Et puis après, on a les épisodes restaurés. Donc par exemple, un épisode d'Amazing Man par Bill Everett. Restauration couleur par Rigman, traduction par moi-même. Et là voilà, après on repasse sur un épisode inédit, toujours dessiné par Marty, et on repasse sur un épisode restauré, Scarlet Ace. Avec à chaque fois la présentation La des présentation des créateurs. auteurs, des comics, du thème, comment dire, de l'époque, entre guillemets, de comment ça se passait à l'époque. Donc voilà les 3 premiers volumes, le quatrième est pas là, mais voilà. Et donc ça, c'est le crossover dont tu parlais. Et ça c'est le crossover, voilà, donc les partisans sont Thor Chronicles. Jean-Michel Fergati, Jean-Marc L'Officier et José-Louis Ruiz-Pérez. Qui est décédé malheureusement récemment. J'ai appris ça Ah, avec beaucoup d'accord. de tristesse. Et donc, bah, moi, personnellement, donc, je les ai achetés. C'est pas pour te faire plaisir, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et si vraiment vous voulez voir de la bonne bande dessinée, comme Oplitea d'ailleurs, de Laurent Artaud et Marty, hein, c'est ça, vous pouvez vraiment acheter. Vous allez voir des super aventures avec des super-héros qui sont tombés dans le domaine public, hein, c'est ça. Exactement, Ouais. tout à fait. Vraiment, vraiment intéressant. Hein. Ben, vraiment. Phantom of Fair, Phantom of the Fair. of the Fair, à chaque fois j'oublie. Non, non, c'est vraiment très très bien. Eh bien, eh ben donc voilà. Ensuite, nous allons passer en fait à une autre question que j'ai posée d'ailleurs aux gens de Comic Zone. Est-ce que tu penses que les sorties cinéma, séries, Disney, ou les films d'ici comme The Flash qui est sorti récemment, est-ce que tu crois que ça peut euh, faire en sorte que les Marvel, que les comics soient moins vendus? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, par exemple, The Flash a eu une mauvaise presse. Est-ce que tu crois que les jeunes qui vont voir The Flash, ça peut altérer la vente ou altérer le désir pour des jeunes de s'acquérir des comics? Ni l'un ni l'autre, je pense. Moi, ce que je vois et ce que j'entends de mes amis libraires, c'est qu'en fait, les films ont très très peu d'impact sur les ventes de comics, ni positivement, ni négativement. Voilà, c'est très rare que des jeunes viennent en disant j'ai vu ça au cinéma, je veux acheter un comics de ça. D'accord. Donc, je pense que même quand ils aiment beaucoup, en fait, ça a très peu d'impact sur les ventes, et même quand ils aiment pas, ça a assez peu d'impact sur les ventes. Donc, je sais D'accord. pas ce qu'on dit, mes D'accord, copains de d'accord. Comic Zone, mais pour moi, c'est assez peu sensible. On Mhm. parle vraiment de quelques dizaines d'exemplaires par librairie, Mhm. achetés ou pas achetés, donc c'est quand même Mhm. assez faible. Mhm. Mais je crois qu'il m'avait dit, toi, Tortue Ninja,
par contre, apparemment, vous avez ressenti un Ouais, léger impact. Enfin, ça c'est mais... pas impossible, oui, parce que c'est vrai que ce sont des comics, enfin des thèmes de comics qui sont moins utilisés aussi. Mm, C'est-à-dire que si tu aimes le film Tortue Ninja, déjà il n'y en a pas tant que ça. Et puis mis à part dans les comics, où vas-tu les trouver quoi? ouais, Alors que les Marvel, les DC, en fait on les voit partout d'une certaine ouais. manière, tu les vois en dessin animé, alors Tortue Ninja aussi d'ailleurs. Mais du coup, oui, si tu veux avoir quelque chose de physique, entre guillemets, tu vas pas avoir d'autre choix que d'acheter un comics Tortue Ninja. Tu vas pas acheter une lunchbox ou un sac à dos ou machin. Ouais. Donc je pense qu'il y a ça sur de l'indépendance, ça peut avoir effet. Ouais, tout à fait. The D'accord. Boys par exemple aussi. The Peut-être Boys, que The Invincible. Boys en effet. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que Marvel et DC, en fait, les héros devraient mourir et qu'on devrait passer à une nouvelle génération de héros comme Invincible? Ah oui, non, mais toi, quand j'ai dit, j'allais te poser des questions, comme Invincible ou The Boys, etc. Alors nous, c'est notre credo sur Centaur Chronicles, c'est-à-dire les personnages vieillissent, on les voit vieillir au fur et à mesure de leurs aventures. Quand ils meurent une bonne fois pour toutes, sauf si on a dès le départ un twist scénaristique qui vraiment prévoit qu'il y ait entre guillemets le retour du héros. Et on va très rapidement dans les prochains projets avoir une approche générationnelle comme DC a eu une époque. DC, après les Crisis on Infinite Earth, avait une approche générationnelle où il y avait le grand-père Flash qui était Jay Garrick des années 40, le Flash actuel qui était Barry Allen et Wally West qui était le Flash le nouveau Flash entre guillemets, le Flash D'accord, jeune, d'accord. quoi, l'ancien Kid Flash. Nous, on va avoir cette approche et donc il va y avoir des générations de personnages et ils vont être un peu différents. Mhm. Donc voilà, oui, je suis assez d'accord. Le statu quo que Marvel maintient pour des problèmes de propriété intellectuelle et de rentabilité des personnages, à mon avis, est défavorable en réalité. Un, à la créativité des scénaristes et des dessinateurs, et deux, en pratique, à la rentabilité tout court des personnages. Sur le long terme, je pense que c'est un mauvais calcul. Je me suis acheté l'omnibus, les Thunderbolts. Ouais. Alors, je ne connaissais pas du tout, parce que j'ai eu une longue période où j'achetais plus de comics. Et ben écoute, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que toi, c'est une série? Alors, toi, je l'ai découverte vraiment il y a quelques jours. Ouais, donc, ah ben non, je te dis, je connaissais comme ça de vue, mais j'avais vraiment regardé de très loin. J'ai beaucoup apprécié. Est-ce que pour toi, c'était un renouveau? C'était dans les années 90, hein, je crois. Ouais. Et qu'est-ce que Oui, t'en penses? si, c'était un renouveau. C'était en plus Marvel, d'ici aussi, mais Marvel plus, je trouve, a fait des expérimentations avec des personnages pas très bankable, on va dire, en disant aux scénaristes, bon voilà, vous les prenez, vous démerdez, etc. Alors ça a pu donner des trucs comme les Gardiens de la Galaxie, qu'on voit maintenant au ciné, qui était vraiment une version what the fuck de l'époque, et on les laissait faire parce que de toute façon ces personnages n'avaient pas de valeur. Maintenant, si les créateurs de Marvel veulent faire quelque chose d'un peu atypique avec les Gardiens de la Galaxie, on va leur dire non. C'est une licence, ça passe au cinéma, c'est figé. Les Thunderbolts, c'est très clairement quelque chose qui n'était pas figé, avec une approche assez novatrice je ne vais pas spoiler, mais bon, voilà, on découvre qu'il y a une nouvelle équipe de super-héros qui a des secrets cachés, on va dire. Et donc, oui, c'était intéressant. Bah, d'ailleurs, c'est dévoilé dès le premier épisode. Ouais. Mais bon, Je pense que c'est fait exprès d'ailleurs, ouais, je pense. tout à fait, C'est pour développer la psychologie des bien sûr, personnages. tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est fait exprès. Oui, non, mais il y a eu des renouveaux. C'est vrai que les Thunderbolts, même si ça existe toujours et qu'on les revoit de temps en temps, ça a eu un succès, puis après ça s'est arrêté. Aussi parce que le problème, c'est que l'univers Marvel ne bougeant pas, eux-mêmes ne peuvent pas bouger. Donc c'est compliqué. Ouais. Et dernière question avant de passer à un truc de traduction qui va être passionnant. C'est quoi pour toi la culture geek, ce qu'on appelle la pop culture, etc. Alors, je ne sais pas très bien définir la culture geek. La pop culture, pour moi, c'est vraiment la culture populaire, c'est-à-dire un segment de production qu'on va appeler artistique, mais qui à l'époque n'était peut-être pas nécessairement pensé comme de l'artistique par ceux qui le faisaient, de culture populaire. Donc ça peut être la littérature de genre, la science-fiction, l'horreur, le polar, qui maintenant est assez bien reconnu, mais qui à l'époque était considéré comme de la littérature de seconde zone. Ça va être des peintres comme Andy Warhol, ça c'est de la pop culture. Ça, tu vois, je sais que c'est de la pop culture. Culture geek, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Donc pour moi, c'est de la culture populaire, c'est-à-dire c'était de la culture qui était accessible au plus grand nombre. Strange était de la pop culture, parce que c'était de la culture populaire. Plus populaire, entre guillemets, qu'un Astérix. Parce que c'était plus difficile à acheter, c'était plus cher. Il fallait aller en librairie, etc. Alors qu'on allait au buraliste ou à la petite mercerie du coin qui avait 2-3 magazines sur son comptoir et on pouvait l'acheter facilement. Donc pour moi, la pop culture, c'est de la culture à destination de nombreuses personnes.
donc populaire, pas nécessairement très élitiste, même si maintenant ça le devient. Voilà, donc pour moi la pop culture c'est ça. D'accord. Et ben maintenant, on va passer à quelque chose dont en fait tu m'as fait la primeur. C'est comment en fait on traduisait de la version originale, c'est ça? Donc un DC version originale en version française. Et en fait, on va voir tout ce qui est découpe, etc. Ah bah je vais te laisser expliquer parce que là, Donc, j'avoue voilà, que... ça c'est un magazine. Attends, mais voilà, pardon. Voilà, c'est bon. Pop Magazine, donc, qui était à l'époque de Strange en fait. Reddit Artima avait décidé de prendre un format un petit peu plus proche d'un comics classique. Et donc c'était Shazam, publié à l'époque par DC Comics. Et on a donc ce Shazam numéro 3, Pop Magazine, voilà, qui est un comics assez classique, traduit en français, avec une alternance de couleurs et de noir et blanc. Et donc en fait, moi j'ai la chance, par un ami décédé malheureusement à l'heure actuelle, qui en fait m'a offert pour quasiment toute la collection de Shazam ce qu'on appelle le dossier de montage. Donc là, Dossier de montage. voilà, là c'est un dossier qui vient directement des archives d'Aredit Artima, l'éditeur nordiste qui était basé à Tourcoing. Shazam 3, octobre 74, Shazam 3, octobre 74. Et donc en fait, dans ce papier craft, on a tout le matériel qui va permettre de produire le magazine. Donc vous voyez, on va avoir par exemple la couverture originelle. Ça, c'est ce qu'on appelle une bromure, c'est-à-dire que quand ils achetaient la licence, DC leur envoyait ça, pour qu'ils puissent faire la couverture. Donc ça, c'est une bromure. C'est une bromure, exactement. C'est comme une photocopie. D'accord, en fait, c'est ça, c'est une photocopie qui permettait une photocopie de la couverture originelle, qui permettait de refaire la couverture en faisant un montage. D'accord. Donc ils recevaient aussi, en même temps que les couvertures, les comics qu'ils découpaient. Alors en fait, il recevait l'original et il découpait. Ouais. C'est Reddit qui découpait. Reddit qui découpait. Et il découpait non seulement en découpant les pages, mais il découpait avec voilà, case 1, A, case 2A, case 3A, B, C. Donc il découpait les bulles de manière à ce que, ensuite, quand il l'envoyait à la traduction, chez des gens qui étaient le plus souvent des professeurs d'anglais, des c'est ça ce que tu me disais, professeur d'anglais pour se faire un peu d'argent. Il disait 1A. Shazam, c'est le mot magique pour l'authentique Captain Marvel. Alors 1A, c'est 1A. Donc c'est la bulle A. Shazam 1A is the magic word for the original Captain Marvel. Shazam, c'est le mot magique pour l'authentique Captain Marvel. 1A. Et donc, d'accord. on découpait comme ça, on avait toute la traduction donc comme ça, vous voyez, alors sur feuille qu'on va appeler un peu pelure, tapée à la machine. Alors après, il y avait une relecture. Donc vous voyez, ça, le traducteur a mis corne du diable. C'était pas acceptable par la censure, donc le relecteur a rayé et a mis bonté divine. D'accord. Voyez, là, on est vraiment dans le religieux. Donc voilà, donc il y avait des corrections. J'ai grandi, je suis adulte. Voilà. Donc ça, c'était la traduction. D'accord. Donc une fois qu'ils avaient la traduction, en fait, ils prenaient le comics originel et en fait, ils en faisaient ce qu'on appelle des typons, c'est-à-dire qu'ils photocopiaient et en fait, où ils avaient la bromure d'origine et ils découpaient tout ce qui avait été traduit et ils faisaient des collages. Je pense qu'on voit un petit peu. Alors justement, on va essayer de voir. Vous voyez, en fait, ça c'est collé carrément. C'est collé sur le texte original en fait. Et il y a des retouches. Vous voyez ici, il y avait des choses. Donc ils ont enlevé justement ce qui était marqué is the magic word for the original Captain Marvel. Ça a été blanchi. Ça a été blanchi, ouais. Ah bah là comme ça, on voit bien. Comme quoi aussi ça a été coupé et avec le Tipex. Et pour qu'en fait ça soit envoyé à l'imprimerie, pour que ça soit... Exactement, donc c'était des typons. Attends, on voit bien comme ça, là. Vous voyez, hop, il y a eu un changement, là encore. Voilà, exactement. Il y a plusieurs lectures, en fait. Voilà, bonté divine, vous voyez, corne du diable. En anglais, ça devait être Holy Moly, bonté divine. Donc voilà, donc ça, ce sont les typons qui partaient... Comment t'écris typon ou typonche? Comme le typon, je crois. TIPON. Ouais. Et donc ça partait ensuite au département qui faisait le reste de la production. Et en fait, ce département faisait des films couleurs. Donc là, on a la version couleur. Donc là, il n'y a plus vous voyez, il y a plus le blanc, il n'y a plus les surépaisseurs, c'est plus collé. Ça a été photocopié, photogravé, voilà. Mais par contre, il y avait une nouvelle relecture.
Donc là, on va voir, il y a du rouge, ça veut dire qu'il y avait un problème, soit une faute d'orthographe, soit un problème de couleur notamment. On va regarder, il y en a un où il y a un problème de couleur. Vous voyez, sur celui-là, qui était en couleur, là, il y a marqué manche. En fait, son pull est vert, et la manche devrait être de la même couleur. Là, le pull est vert et la manche est verte. Et en fait, c'est pas la bonne couleur. Donc, il fallait refaire. Et une fois qu'on avait fait cette vérification, bah, ça partait. Alors, pourquoi il y a moins de typons couleur que de typons en noir et blanc? C'est parce qu'en fait, il y avait une page couleur et après 2 pages en noir et blanc. D'accord, attends, bah, tiens, justement, là, on peut voir, effectivement, ça, c'est comme, voilà, ça a apparu dans le Shazam, effectivement, avec... Et donc, avec la correction de la fameuse manche. Et alors là, on peut regarder, en fait. Hein. La manche, ici, a été corrigée. Elle est du bon vert. Elle est du bon vert, et l'autre, elle est un peu bleue, un peu bleutée, elle était je crois. bleutée, exactement. Non, je peux... Attends, hop. Ouais, c'est ça, elle était bleue. Ouais. C'était pas la bonne couleur. Voilà. Donc voilà comment on traduisait à l'époque et comment est-ce qu'on faisait un comics. Et donc il y avait plusieurs histoires. Hein. Au début, habituellement, on avait un guide. Là, il est là. Voilà. Shazam, A Switch in Time, un saut dans le temps, 8 pages. Shazam Wizard, le magicien du phonographe Hill, 8 pages. Et voilà, on avait. Et donc dans ce 32 pages. Voilà. Donc, et donc dans ce dossier de montage, comme on appelle ça, on a tous les épisodes. The Wizard of Phonograph Hill, avec le découpage, les typons de couleur. Vous voyez, là aussi, hop, il y a un problème. Alors, je ne sais pas quel est le problème. Mais... Ah oui, il y a du blanc ici, alors qu'il n'y en a pas là. Attends, il y a du blanc. Regarde là, tu vois, c'est vert ou bleu. Oui. Ici, il y a du blanc. Ah ouais, il faut vraiment regarder. Ah bah, honnêtement, on appelait ça de la littérature populaire ou la littérature de gare parce que c'était très dénigré. Quand on voit les process de fabrication, les gens qui faisaient ça, Cher et Tartima, faisaient pas ça par-dessus la jambe, quoi. Ouais. C'était pour eux un vrai job et ils faisaient le job le mieux possible. Donc voilà, donc on a comme ça un épisode, enfin un numéro entier de Shazam avec du Captain Marvel, voilà. Là par exemple, ils disent la ceinture c'est pas bien, la ceinture elle est jaune. Ah oui, exact. Alors là elle n'est pas colorisée, donc il faut retoucher. Et la ceinture elle est jaune. Voilà. Et après il y avait des petites choses qui n'étaient pas en fait vendues par DC, parce qu'il fallait un petit peu de texte en fait à l'intérieur des livres. On ne pouvait pas mettre que de la bande dessinée, il fallait 10% qui n'était pas de la bande dessinée. Oui. Et donc on prenait des textes qui pouvaient être des histoires. Comme dans Strange. Hein, exactement. Ou qui pouvaient être un truc qui en fait était souvent en libre de droit, qui étaient des articles libres de droit de l'UNESCO. De l'UNESCO ? Ouais, pour la vulgarisation scientifique. D'accord. Voilà. Et donc là, ils avaient traduit un truc de l'UNESCO. Ils avaient demandé à un artiste français de faire un dessin. Et vous voyez, ça c'est le dessin original et ça c'est le calque. C'est-à-dire que quelqu'un, avec des crayons de couleur, allait colorier le calque de manière à ce que lorsque ça soit publié, on ait les bonnes couleurs. D'accord. Ah, et là, le calque que tu dis, c'est... D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, il l'a mis, okay. Pour bien montrer, ouais. C'est super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chers... Voilà. Spectateurs. Là aussi, on vous a montré, il y a une petite histoire, le mirage, une vieille légende arabe, hop, avec calque. Voilà un petit peu un truc qui est... bon, ça vient directement des archives d'Arédit Artima, donc c'est inédit, enfin c'est unique, il n'y en a qu'un. C'est moi qui l'ai. Peut-être qu'il n'y en a qu'un. Donc là, je les ai tous, quasiment. Je crois qu'il manque le 1 et le 13, mais j'ai tous les autres dossiers de production des autres. Et donc, vous voyez, Shazam 3, octobre 74. D'accord. Voilà le dossier de production. Et à la fin, voilà le comics de 32 pages. Comme ça. D'accord. Et donc là, c'est unique. Et grâce à Jean-Michel, sur la taverne de Luc, vous avez vu ça. Quelque chose de vraiment d'unique. Et énormément. Non, voilà.
Je te remercie énormément. Et donc, tu as trouvé ça ouais, Mais complètement. c'est un ami qui l'a trouvé en fait en Belgique et qui me l'a envoyé donc dans un carton avec Mhm. tous les documents de production donc, de Shazam, le Shazam 3 que j'avais depuis longtemps. Moi. La première fois que tu as vu ça, tu étais comment, comme Ah un bah, petit enfant? j'étais sur le cul, oui, tout à fait. D'autant plus que bon, cet ami était belge, enfin est belge, hein, Claude Éloi. Et donc on sonne à ma porte, je crois que c'était ici d'ailleurs. Ouais. J'ouvre et le mec me dit j'ai une livraison pour vous d'un carton et on me donne un carton. Il l'avait emballé dans un carton d'huile de frites. Huile de frites pour un Belge. Et j'étais là, mais qui m'a envoyé un carton d'huile de frites quoi? Et il m'avait rien dit, hein, bien Mhm. entendu. Et donc j'ouvre, il y avait tout ça entassé dans un carton. Et tout au bout, il y avait un petit mot de ton ami Claude. Après, je l'ai appelé, on s'est marré, etc. Je lui ai dit, j'aurais dû penser que c'était toi, de l'huile de frites, forcément. Mhm. Et il me dit, voilà, j'ai trouvé ça. Et du coup, j'ai pensé à toi, comme je t'ai fait faire une mauvaise affaire en te faisant associer avec cet abruti de Pierre. Mhm. Ben voilà, c'est un cadeau qui m'a envoyé. Et donc, ça me fait plaisir parce que maintenant, malheureusement, il est décédé. Et du coup, à chaque fois, ça Bah me voilà. rappelle. Bah, Une comme belle ça, au moins, amitié. voilà, moi, on peut lui rendre un petit hommage. Je peux lui rendre un petit hommage par Exactement, rapport à Claude ça. Éloi, ouais. Voilà. On va passer à Télé Junior. Ouais, parce qu'en fait, il y avait pas que Lug qui faisait du Marvel. Hein. Alors, on le sait, il y avait Hereditary Artima, mais il n'y avait pas que Lug qui faisait du Spider-Man. Et plus exactement, de l'araignée. En fait, quand le dessin animé L'araignée est passé à la télé, il y a eu un énorme succès. Les enfants adoraient ça. Et donc, il y a un entrepreneur qui a en fait lancé un magazine qui s'appelait Télé Junior. Ça, c'est le numéro 1, première série numéro 1. Non, hop, c'est celui-là. Voilà, première série numéro 1. Télé Junior, le magazine de la bande dessinée. Et l'idée, c'était qu'entre deux émissions, parce que les émissions étaient hebdomadaires, entre deux émissions, on pouvait lire des bandes dessinées, des dessins animés qu'on voyait à la télé. Voilà. Et donc, ça permettait comme ça, entre guillemets, d'avoir. Et à l'intérieur de ces bandes dessinées, Alors, attends, petite dédicace, Satanas et Diablo à Roger. Voilà, il se reconnaîtra, c'est tout. et donc à l'intérieur, voilà, il y avait donc les dessins animés qui passaient à la télé, Momo et Ursule. Alors, ceux qui n'ont pas mon âge, je les invite à aller regarder. Voilà, Hong Kong Foufou, qui est peut-être un dessin animé un peu plus connu. Et il y avait Chapeau melon et bottes de cuir. Alors là, c'était plutôt une série télé, hein, donc les Avengers en français, Chapeau melon et bottes de cuir. Il y avait bien entendu des publicités pour des jouets pour enfants. Et il y avait aussi, également, bon, voilà, pour ton ami, les fous du volant, Mm. la voiture de Satanas. Et donc, il y avait également les aventures de Mister Magoo, on va y arriver, oui, on va y arriver. Voilà. Les aventures de l'araignée. Les aventures de Spider-Man, qui n'étaient pas du matériel américain, qui était du matériel français produit sous licence de Marvel, qui était produit par un dessinateur qui s'appelle, alors là c'était marqué Junior Production, hein, mais en fait c'était très souvent soit Fersen, soit Forton. Donc qui étaient deux dessinateurs français. Donc voilà. Et donc on avait un épisode de Spider-Man, l'araignée, qui était publié en dehors du Lug. Et donc nombreux ont été les enfants comme moi qui ont lu pendant des années, également en plus de Artima, Sage Édition et Lug, voilà, l'anniversaire de Gwen. Voilà. Alors ces épisodes n'ont jamais été réédités parce qu'il y a un contentieux, entre guillemets, en tout cas un risque de contentieux juridique entre Marvel et les héritiers des dessinateurs. Comme ça a été Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que Marvel, en fait, comme les dessinateurs sont français, Ouais. ils ont une responsabilité morale, en fait, vis-à-vis des C'est éditions. ça, le droit français en fait prévoit qu'un dessinateur a un droit moral sur son œuvre, ce qui n'est pas le cas du droit américain. Comme les contrats ont disparu, on pourrait arguer que sans la preuve du contrat comme quoi le dessinateur avait complètement renoncé à ses droits, la famille pourrait avoir des droits. D'accord. Et donc voilà, donc il y avait du Spider-Man et également petite rareté, hein, comme vous l'avez vu avec le Strange 11 poster attaché. Moi, toute ma collection est vraiment en état neuf. Donc ici, on va avoir le numéro 3, La Guerre des Étoiles, toujours avec Spider-Man. Et vous voyez, c'est un supplément gratuit de 16 pages en bande dessinée. Et en fait, ce supplément gratuit, c'est tout simplement l'adaptation comics de Star Wars qui a été publié avant le film, en fait, hein, et qui est en insert. Donc vous voyez, c'est La Guerre des Étoiles par Roy Thomas, mon ami Roy Thomas, scénariste, et Howard Chaykin, qui est le dessinateur. Et en fait, ils ont réalisé ça à partir des rushs du film. Donc il y a des scènes qui ont disparu dans le film, qui ont été coupées au montage et qui sont
dans la bande dessinée. Et donc, voilà, cet exemplaire est un peu rare parce qu'il est attaché, vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'a pas détaché. Et en plus, une partie est non coupée. Et donc ça, faut pas le découper pour un collectionneur. Tu dirais quoi? Disons que, comme tu peux le lire ailleurs, notamment dans l'adaptation française chez Luc de La Guerre des Étoiles, j'ai plutôt intérêt à ne pas découper Ouais, cette chose, parce que sinon ça va lui faire perdre de la valeur. C'est ce que j'allais dire, ça va lui faire perdre de la valeur. Abîmer. Voilà. Moi, je suis pas trop concerné. Quand je trouve des choses comme ça, en état vraiment neuf, bah, je préfère les laisser. Surtout qu'on peut les lire ailleurs, On peut les lire au ailleurs. pire. Okay, donc on avait Télé Junior, et puis c'était d'un tel succès, l'araignée, qu'on a eu notamment un petit fascicule qui est assez connu pour une erreur de typographie, qui est ce petit fascicule, Les Petits Juniors de Télé 7 jours. Alors celui-là, c'est mon ami François Soulodre qui me l'a donné, parce qu'il n'y a pas les autocollants. Vous voyez ici, il est marqué 20 autocollants de Spider-Man. Cet exemplaire-là n'a pas les autocollants. François avait trouvé l'exemplaire avec les autocollants, donc il m'a donné l'exemplaire sans autocollants. Et en fait, c'est une aventure de Spider-Man publiée par Télé 7 jours, donc un magazine de télé de l'époque, et avec une production plus ou moins française, là aussi, c'était Fersen, même si ces cases-là, en fait, c'est plus ou moins du décalque, on va dire, de bande dessinée. Et donc, il y a une sorte de comment dire, de hiatus par rapport au droit, puisque Télé 7 jours a en fait mal recopié la licence, puisque, comme vous le voyez, selon eux, ce magazine a été produit par Marcel Comics Group. Au lieu de Marvel Comics Group. Exactement. Et Marcel. Et c'est tellement drôle, parce qu'en fait, ça fait tellement français, Marcel. Je pense que le gars qui a dû faire l'ours, la typo, a dû se dire, oui, c'est Norbert Fersen qui dessinait. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'ours. Hein. C'est intéressant de savoir. L'ours, en fait, c'est quoi? C'est pour présenter... En fait, c'est les informations légales. En fait. C'est les informations légales. Qui publie, voilà, dans un journal, par exemple, l'ours, c'est le directeur de publication, le rédacteur en chef, la date de publication, etc. Et les droits, vous voyez, donc là c'est Marvel Group, Marcel Comics Group. Donc là c'est Marcel Comics Group. Voilà, alors que c'était édité par Télé 7 jours, SARL, voilà, Anneuilly, le directeur de publication, la publication réglée par la loi, le comité de direction, voilà. Ça c'est ce qu'on appelle un ours. Voilà. Et là donc, c'est Marcel Comics qui a les droits, et bon, Marcel Comics ça n'existe pas, donc qui a les droits? En fait c'est ça aussi qui m'étonne, parce que c'est quand même un personnage Marvel. Donc ils peuvent dire, bah oui, mais c'est une coquille, quoi. Enfin, sans doute qu'un bon juriste arriverait à dire ça, mais c'est vrai que du coup, voilà. Donc en fait, ils ont tellement peur, enfin, ils ont pas tellement. Ça les intéresse pas. Parce que ça intéresse pas, oui. C'est 20 pages de, je sais pas, c'est même pas. C'est un truc qui est un peu comme dans Speeday, tu sais, les débuts de Speeday, enfin les aventures qu'il y avait dans le magazine Speeday. Exactement. Il n'y a même pas de phylactère, c'est même pas une bande dessinée en fait, c'est des dessins illustrés. Oui, oui, c'est vrai que ça les intéresse pas, ça. Oui, de toute façon, ils vont pas. Mais bon, pour certains fans et certains collectionneurs, c'est la petite Madeleine de Proust d'avoir un Marcel Comics. Un Marcel Comics. Eh bien, écoute, je te remercie. Est-ce qu'il y a des actualités au niveau de Center Chronicles ou des choses comme ça, ou on en parlera après? On en parlera parce qu'avant la fin de l'année, on peut déjà dire qu'on va lancer une campagne de financement participatif pour 2 fascicules un peu spécifiques, un peu projets, qui vont nous permettre de faire l'intermédiaire entre les 4 albums que nous avons édités, qui étaient des albums un peu lourds, et puis le 5e album qui sera l'année prochaine. Ouais. Et donc, entre-temps, on va publier une campagne de financement participatif sur Ulule avec 2 fascicules, voilà, 2 petits projets qui vont être dévoilés bientôt. Ok, moi je sais, mais je n'ai pas le droit de le dire, sous peine de dormir à la rue, ou alors enterré dans le jardin derrière. Mais écoute, je te remercie énormément. Et puis je te dis donc à la prochaine, hein, puis vous savez où? Et bien évidemment, à la taverne de l'Aigle. Et encore merci Jean-Michel, merci.